Je m'appelle Megan Blake. J'ai 31 ans. Moins de 24 heures après avoir dit oui, ma belle-mère était à ma table de salle à manger avec un notaire, un avocat, et des documents transférant le contrôle de l'entreprise de 16,8 millions de dollars dont j'avais hérité de ma grand-mère. Mon nouveau mari se tenait à côté d'elle, pâle et silencieux, pendant qu'elle poussait un stylo vers moi. J'ai regardé la première page. Elle transférait 51% de mon entreprise à une société holding dont je n'avais jamais entendu parler. La seconde donnait la procuration à mon mari. Enfouie vers la fin se trouvait une phrase approuvant des arrangements financiers antérieurs. Des mots qui ont fait ressurgir avec une clarté fulgurante chaque avertissement que ma grand-mère m'avait donné. Il croyait m'avoir piégé. Il connaissait la valeur de l'entreprise, le pourcentage que je contrôlais et le nom de notre banque. Aucune de ces informations n'était venue de moi. Quand j'ai demandé comment il les avait obtenues, ma belle-mère a souri et a dit « Les familles découvrent ce qu'elles ont besoin de savoir ». Le notaire n'osait pas croiser mon regard. L'avocat n'arrêtait pas de regarder sa montre. Mon mari a finalement murmuré « Peut-être que tu pourrais signer aujourd'hui et nous pourrons régler ça plus tard ». Cette phrase a brisé quelque chose en moi. J'ai posé le stylo, j'ai tourné la dernière page vers eux et j'ai demandé « Est-ce que l'un de vous a vérifié qui détient légalement ces actions ?» Le sourire de ma belle-mère a disparu. Puis je leur ai donné ma réponse. Elle a hurlé que je ruinais sa famille. Mon mari a crié mon nom alors que je sortais. Ni l'un ni l'autre ne comprenaient que les papiers sur cette table avaient révélé un complot bien plus vaste qu'une belle-mère autoritaire et qu'au lever du soleil, leur propre preuve serait entre les mains de mon avocate. Avant de vous dire ce qui était caché dans ces documents et ce qui s'est passé après mon refus de signer, dites-moi quelle heure il est là où vous êtes et d'où vous regardez. Je veux voir jusqu'où l'histoire de Megan voyagera ce soir. 14 mois avant que ces papiers n'apparaissent sur ma table, j'étais assise à côté de ma grand-mère, Evelyn Rowan, dans la salle de conférence de Rowan Risk Solutions. Elle avait fondé l'entreprise avec 2 ordinateurs de location et un bureau coincé dans le coin de son appartement. À mes 30 ans, elle fournissait des services de sécurité des données et de gestion des risques à des institutions financières dans 5 États. Evelyn ne m'a jamais permis de traiter l'entreprise comme un futur héritage. À 15 ans, je triais des factures. À 19 ans, je répondais aux appels du support technique. Après avoir obtenu mon diplôme en commerce, j'ai passé 6 ans à tourner entre la conformité, les relations clients et les opérations. Chaque fois qu'un employé me félicitait d'être la petite fille de la fondatrice, Evelyn me confiait la tâche la plus difficile de la pièce. Un nom de famille peut ouvrir une porte, me disait-elle souvent, mais si tu ne peux pas faire le travail, ce même nom te repoussera à travers elle. Elle est décédée 2 ans plus tard. Son testament a placé 74% de Rowan Risk Solutions dans le Rowan Legacy Trust, évalué à environ 16,8 millions de dollars. J'en étais la principale bénéficiaire et je détenais le pouvoir de vote sur l'entreprise. Mais un fiduciaire indépendant et le conseil d'administration devaient approuver toute vente, mise en gage ou transfert d'actions. Cette structure protégeait les employés, l'entreprise et moi-même. Publiquement, je continuais à me décrire comme directrice de la stratégie. Je conduisais la même voiture vieille de 5 ans, vivais dans une maison de ville confortable mais banale en banlieue de Denver, et laissais notre PDG professionnel s'occuper des apparitions médiatiques. Je ne me cachais pas parce que j'avais honte du succès. Je restais discrète parce que j'avais vu l'argent transformer de lointaines connaissances en amis dévoués quelques jours après les funérailles de ma grand-mère. J'ai rencontré Ryan Bennett lors d'un dîner de collecte de fonds pour une organisation d'alphabétisation des adultes. Il avait 33 ans et travaillait comme ingénieur civil. Il n'a pas demandé combien coûtait ma montre ni combien mon travail payait. Il a demandé pourquoi j'avais passé 10 minutes à parler avec l'une des coordinatrices bénévoles au lieu de rejoindre les personnes les plus influentes de la salle. Je lui ai dit que ma grand-mère croyait que le caractère se voyait le plus facilement dans la façon dont quelqu'un traitait les gens qui ne pouvaient rien faire pour eux. Ryan a souri et a dit qu'il voulait la rencontrer. Quand j'ai expliqué qu'elle était décédée, il s'est excusé sans transformer le moment en pitié. Cette gentillesse discrète m'a marqué. Notre relation s'est développée à travers des choses ordinaires, un café avant le travail, les courses, les disputes sur le film à regarder et les promenades du dimanche où aucun de nous ne regardait son téléphone. Quand il m'a posé des questions sur Rowan Risk Solutions, j'ai dit que je gérais la stratégie pour l'entreprise que ma grand-mère avait fondée. C'était vrai, mais incomplet. Je n'ai pas mentionné la fiducie, les actions avec droit de vote ou la valorisation. Au début, l'omission semblait temporaire.
puis j'ai rencontré sa mère, Suzanne Bennett. Suzanne m'a évalué dès l'instant où je suis entré dans sa maison. Avant que le dîner ne soit servi, elle m'avait demandé si j'étais locataire ou propriétaire de ma maison, si ma grand-mère avait laissé une succession et si mon salaire incluait des options sur actions. Ryan a ri, mal à l'aise, et lui a dit qu'elle me faisait passer pour une demandeuse de prêt. Suzanne a répondu, une mère a le droit de savoir si son fils épouse la stabilité ou une collection de problèmes. Nous n'étions même pas fiancés. Sur le chemin du retour, Ryan s'est excusé et a expliqué que son père était parti quand il avait 13 ans, emportant la plupart de leurs économies. Suzanne l'avait élevé seule et ne s'était jamais remise de la peur de perdre la sécurité financière. Je comprenais l'origine de son anxiété, mais comprendre une blessure n'oblige pas à se porter volontaire pour en devenir la prochaine victime. Les questions de Suzanne sont devenues plus précises à mesure que ma relation avec Ryan se développait. Elle voulait savoir si ma maison de ville avait une hypothèque. Elle a demandé pourquoi Rowan Risk Solutions n'était pas coté en bourse. Une fois, alors que Ryan était dehors pour prendre un appel, elle s'est penchée sur la table du restaurant et a demandé si votre grand-mère a fondé l'entreprise. Vous avez sûrement reçu plus que des souvenirs. J'ai souri et j'ai répondu, elle m'a laissé tout ce dont j'avais besoin. Suzanne m'a regardé fixement comme si je l'avais défiée. Mon amie la plus proche et avocate, Olivia Chen, a remarqué le schéma avant que j'admette que cela me dérangeait. Olivia avait aidé à administrer le Rowan Legacy Trust et savait exactement ce que la richesse pouvait attirer. Tu peux aimer Ryan et quand même te protéger, m'a-t-elle dit. Mais avant de l'épouser, tu dois décider si tu retardes la vérité ou si tu le testes à son insu. Ces mots m'ont troublé parce qu'elle avait raison. Je l'aimais. Pourtant, une partie secrète de moi attendait de voir si son comportement changerait lorsque l'argent entrerait en jeu. Le silence était-il une limite raisonnable? Ou laissais-je la peur dicter les règles de ma relation? J'ai finalement décidé de tout dire à Ryan pendant notre courte lune de miel, lorsque nous aurions le temps de discuter de l'héritage sans l'influence de Suzanne. Je croyais qu'une conversation honnête pourrait tout régler. Je n'avais aucune idée que Suzanne avait déjà engagé quelqu'un pour découvrir la vérité par elle-même. Le premier signe est arrivé 6 semaines avant le mariage. Suzanne m'a appelé pour me dire qu'elle avait besoin de ma date de naissance pour le formulaire de contact d'urgence du lieu de la cérémonie. Le lieu avait déjà cette information, mais je la lui ai donnée sans réfléchir. Quelques jours plus tard, Ryan m'a demandé le nom légal complet de ma grand-mère, prétendant que Suzanne voulait inclure une ligne en sa mémoire dans le programme de la cérémonie. J'ai été touché par le geste et je lui ai répondu. Aucune ligne en sa mémoire n'est jamais apparue. Puis, un responsable de la sécurité chez Rowan Risk Solutions m'a transmis une étrange demande d'un homme prétendant effectuer un examen de routine des biens matrimoniaux. Il voulait une confirmation de mon emploi, de mon autorité au sein de l'entreprise et de ma relation avec la fondatrice. Notre personnel n'a rien fourni, mais la demande m'a suffisamment dérangé pour que j'appelle Olivia. Elle m'a conseillé de reporter le mariage jusqu'à ce que nous sachions qui avait demandé ces informations. J'ai failli accepter. Ce soir-là, Ryan est arrivé à ma maison de ville avec des plats à emporter et une lettre manuscrite sur la vie qu'il voulait que nous construisions. Il a parlé de décisions partagées, de respect mutuel et de la création d'un foyer où personne n'aurait à mériter le droit de se sentir en sécurité. Je lui ai demandé directement si quelqu'un dans sa famille enquêtait sur mes finances. Son expression semblait sincèrement confuse. Bien sûr que non, a-t-il dit. Ma mère est intrusive, mais elle n'est pas dangereuse. Je voulais croire à cette distinction. 3 jours avant la cérémonie, Suzanne m'a coincé lors du dîner de répétition. Elle a dit que le mariage exigeait une transparence financière totale et a suggéré que Ryan et moi fusionnions tout immédiatement après le mariage. Je lui ai dit que nos finances resteraient séparées jusqu'à ce que Ryan et moi établissions un plan ensemble. Ses lèvres se sont pincées. L'argent séparé crée des loyautés séparées. J'ai répondu, alors une loyauté construite sur l'accès à l'argent n'est pas de la loyauté. Elle est partie sans répondre. Ryan a été témoin de l'échange, mais m'a demandé d'ignorer cela pour préserver la paix. Cette demande aurait plus tard plus d'importance que tout ce que Suzanne a dit. Il ne lui demandait pas de me respecter. Il me demandait de devenir plus facile à gérer pour elle. Notre mariage lui-même fut petit, élégant et presque paisible. Pendant ses vœux, Ryan a promis qu'aucune voix extérieure ne deviendrait jamais plus forte que la nôtre. Je l'ai cru. À la réception, cependant, Suzanne se déplaçait entre mes collègues,
posant des questions déguisées en compliments. Elle a dit à notre directeur financier que j'avais dû hériter du sens des affaires de ma grand-mère. Elle a demandé à un autre cadre si les responsabilités de Meghan en tant que propriétaire rendaient les voyages difficiles. Tous deux l'ont redirigé, mais il était clair qu'elle en savait plus qu'elle n'aurait dû. Pendant son toast, elle a levé son verre et a dit « Puisse Meghan apprendre que rejoindre une famille signifie s'y intégrer entièrement, sans secret. » Plusieurs invités m'ont regardé. Ryan a baissé les yeux sur la table. Quand nous sommes enfin arrivés à ma maison de ville après minuit, je lui ai demandé si Suzanne avait découvert quelque chose. Il a admis qu'elle soupçonnait que mon rôle chez Rowan Risk Solutions était plus important que ce que j'avais révélé. Il a dit qu'elle l'avait encouragé à poser des questions sur les comptes joints, mais il a insisté sur le fait qu'il avait refusé. Demain, après avoir dormi, je te dirai tout, ai-je dit. Mais j'ai besoin de savoir que la conversation se déroulera entre toi et moi. Ryan m'a tenu les mains et a promis. Je me suis endormi en croyant que nous avions surmonté le plus difficile. Le lendemain matin à 9h, la sonnette a retenti. Suzanne se tenait dehors avec Trevor Hay, un avocat que j'avais vu à 2 de ces événements de quartier, et Dana Shaw, une notaire agréée qui avait l'air d'avoir été informée qu'elle assistait à une signature de routine. Ryan les avait déjà fait entrer avant que je ne descende. Suzanne a posé un dossier en cuir sur ma table de salle à manger et a annoncé que nous devions résoudre la tromperie avant qu'elle ne nuise au mariage. Les documents m'identifiaient comme la propriétaire bénéficiaire d'une participation de 16,8 millions de dollars dans Rowan Risk Solutions. Un rapport d'enquêteur privé était agrafé au dos. Il contenait des photographies de moi entrant au siège de l'entreprise, les plaques d'immatriculation de 2 cadres, une estimation de la valeur et une partie du nom de la fiducie. Ma peau n'est pas devenue glaciale parce que Suzanne savait que j'étais riche. Elle est devenue glaciale parce que quelqu'un m'avait suivi pendant des semaines. Suzanne voulait que je transfère 51% de ma prétendue propriété à Bennett Family Holdings, une société enregistrée seulement 11 jours plus tôt. L'accord donnait à Ryan une propriété nominale mais nommait Suzanne comme sa gérante pour 5 ans. Un autre document accordait à Ryan la procuration sur toutes les décisions commerciales si je devenais indisponible ou peu coopérative. Trevor a décrit l'arrangement comme un symbole de confiance conjugale. Je lui ai demandé s'il me représentait. Il a dit non. J'ai demandé s'il m'avait conseillé d'obtenir un conseil juridique indépendant. Suzanne a interrompu en disant que la famille n'avait pas besoin d'avocats concurrents. Dana, la notaire, s'est éloignée de la table. Puis j'ai trouvé le paragraphe approuvant des arrangements financiers antérieurs faits au profit de Bennett Family Holdings. Quel financement, ai-je demandé. Suzanne a tendu la main vers le document mais je l'ai maintenu. Trevor a dit que c'était une formulation standard. Ce n'était pas le cas. Ryan a affirmé qu'il n'avait jamais vu les papiers. Suzanne m'a ordonné d'arrêter de tergiverser et a poussé le stylo vers ma main. Quand j'ai refusé, elle a dit que j'avais piégé Ryan dans un mariage frauduleux. Ryan se tenait entre nous mais ne lui a pas dit de partir. Au lieu de cela, il m'a demandé de signer temporairement pour que tout le monde puisse se calmer. Ses mots exacts furent « Nous pourrons l'annuler plus tard si nous en avons besoin ». C'est à ce moment-là que j'ai demandé si quelqu'un avait vérifié qui possédait les actions. Suzanne a dit que l'enquêteur avait tout confirmé. J'ai répondu « Alors vous l'avez payé pour qu'il vous livre la conclusion que vous vouliez. Je ne peux pas transférer ces actions, et même si je le pouvais, je ne vous les transférerai jamais. » Suzanne a hurlé que je l'humiliais. Trevor a exigé le retour des documents. Ryan m'a attrapé le bras et m'a demandé de ne pas abandonner notre mariage. J'ai retiré sa main, j'ai photographié chaque page et j'ai appelé Olivia devant eux. Puis j'ai laissé mon alliance à côté de l'accord non signé et je suis sorti de la maison où j'étais entré en tant que nouvelle mariée. Olivia m'a retrouvé à son bureau en moins de 40 minutes. Je m'attendais à ce qu'elle se concentre sur la tentative de transfert, mais elle s'est arrêtée lorsqu'elle a atteint la clause de financement. Elle l'a lu 3 fois, puis a demandé si Suzanne avait déjà reçu l'autorisation d'agir pour moi, la fiducie ou Rowan Risk Solutions. La réponse était non. Olivia a appelé Daniel Mercé, le conseiller juridique général de l'entreprise, et lui a demandé de rechercher des demandes de crédit récentes, des propositions de privilèges ou des communications de prêteurs impliquant mon nom. Avant midi, il en a trouvé une. Une société de prêt privé avait contacté Rowan Risk Solutions 8 jours plus tôt, cherchant la confirmation d'une garantie pour un prêt relais de $620 000 à Bennett Family Holdings.
Attachée à la demande se trouvait une garantie personnelle portant une copie électronique de ma signature. Elle incluait également une prétendue lettre de ma part autorisant Suzanne à discuter de mon transfert imminent d'actions de contrôle. Je n'avais signé aucun de ces documents. La clause de financement sur ma table de salle à manger n'était pas un simple remplissage juridique inoffensif. En signant l'accord de transfert, j'aurais ratifié la garantie frauduleuse après coup. Suzanne n'essayait pas seulement d'accéder à mon héritage. Elle essayait de transformer ma signature en un bouclier pour quelque chose qu'elle avait déjà fait. Daniel a immédiatement informé le fiduciaire, le conseil d'administration, notre banque et le service de lutte contre la fraude du prêteur. Olivia a envoyé des avis de conservation à Suzanne, Trevor, l'enquêteur privé et Bennett Family Holdings, leur ordonnant de ne pas supprimer les courriels, messages, brouillons ou dossiers financiers. Dana nous a contactés indépendamment et a fourni une déclaration écrite indiquant que Suzanne avait décrit le rendez-vous comme un accord de propriété post-nuptiale volontaire. Elle a confirmé que j'avais subi des pressions et qu'elle n'aurait pas notarié ma signature dans ces conditions. Ryan a appelé 27 fois ce jour-là. Ces messages sont passés des excuses à la confusion, puis à l'accusation. Il a dit que j'avais fait passer sa mère pour une criminelle à cause d'un malentendu. J'ai finalement répondu et posé une seule question. Savais-tu qu'elle avait créé Bennett Family Holdings? Il y a eu un long silence. Il a admis que Suzanne lui avait demandé de signer des documents de constitution, affirmant que l'entreprise nous aiderait à gérer les futurs investissements du ménage. Il avait signé sans les lire. Il a également admis lui avoir donné des copies de notre demande de licence de mariage, ma date de naissance et la page du programme de la cérémonie contenant le nom complet de ma grand-mère. Il a insisté sur le fait qu'il ne savait rien de l'enquêteur, du prêt ou de la signature falsifiée. Je croyais qu'il n'avait pas conçu le complot, mais l'innocence n'est pas la même chose que n'avoir aucune responsabilité. Ryan avait fourni les briques parce que questionner sa mère semblait plus difficile que de me questionner moi. 2 jours plus tard, Olivia a organisé une réunion à son bureau. Suzanne est arrivée avec Ryan et Trevor. Elle se comportait comme si nous négocions un désaccord familial plutôt que de discuter de documents financiers falsifiés. Olivia a commencé par expliquer la fiducie. Evelyn avait placé les actions de la société dans une structure irrévocable avant que Ryan et moi ne nous rencontrions. Je détenais le pouvoir de vote et bénéficiais de l'entreprise, mais je ne pouvais pas céder, mettre en gage ou diviser les actions par le biais d'un contrat de mariage. Toute tentative de transfert sans approbation était nulle. Le plan de Suzanne était impossible depuis le début. Pour la première fois, j'ai vu la peur percer à travers sa confiance. Elle m'a accusé de me cacher derrière des astuces juridiques. Olivia a placé la garantie du prêteur devant elle et a demandé pourquoi ma signature y figurait. Suzanne a prétendu que Trevor avait tout préparé. Trevor a immédiatement nié avoir créé la signature ou la lettre d'autorisation. Il a dit que Suzanne avait fourni les deux et les avait présentés comme des documents que j'avais précédemment approuvés. Suzanne s'est retournée contre lui, le traitant d'incompétent et de déloyal. La rapidité avec laquelle ils se sont blâmés mutuellement a répondu à plus de questions que n'importe quelle confession n'aurait pu le faire. Ryan a regardé la garantie et a demandé à sa mère si elle avait emprunté $620 000 en mon nom. Suzanne a insisté sur le fait qu'elle n'avait reçu qu'une avance initiale de $185 000 et avait l'intention de la rembourser une fois le transfert de l'entreprise terminé. Elle en avait utilisé la majeure partie pour couvrir des paiements hypothécaires en retard, des dettes privées et des pertes d'un investissement immobilier qu'elle avait caché à Ryan. Je protégeais l'avenir de notre famille, a-t-elle dit. Non, ai-je répondu. Vous avez joué avec mon identité parce que vous croyiez que le mariage me rendait disponible pour l'extraction. Le visage de Suzanne s'est durci. Elle a dit que je devais la sécurité à Ryan après l'avoir trompé. J'ai reconnu que j'aurais dû lui dire la vérité avant le mariage, mais mon erreur n'autorisait pas la surveillance, la falsification ou la coercition. 2 torts ne devenaient pas égaux simplement parce qu'elle en avait besoin. Puis je me suis tourné vers Ryan. Il a dit qu'il m'aimait et m'a supplié de rentrer à la maison. Je lui ai demandé s'il fournirait une déclaration sous serment sur tout ce que Suzanne lui avait demandé de signer. Il a regardé sa mère avant de répondre. Ce simple regard m'a dit que notre mariage ne pouvait pas continuer tel qu'il était. J'ai sorti mon alliance de mon sac et je l'ai posée devant lui. Tu as promis qu'aucune voix extérieure ne serait plus forte que la nôtre, ai-je dit. Hier, tu l'as laissé parler pour toi. J'ai quitté la réunion avec un accord de séparation légale déjà en préparation.
L'amour n'avait pas disparu, mais la confiance avait cessé d'être un sentiment. C'était maintenant un ensemble de preuves, et les preuves de Ryan montraient que chaque fois que la peur entrait dans la pièce, il remettait ses décisions à sa mère. Suzanne n'a pas répondu à l'avis de conservation par le silence. Elle a répondu par une campagne. En 48 heures, elle a envoyé des courriels à des parents, des invités du mariage et plusieurs collègues de Ryan. Elle m'a décrite comme une calculatrice qui avait piégé un homme décent dans le mariage tout en se préparant secrètement à l'abandonner. Elle a omis l'enquêteur, la garantie falsifiée et Bennett Family Holdings. Elle a dit aux gens que j'utilisais des avocats coûteux pour effrayer une femme qui n'avait demandé que les quitter. Certains parents l'ont cru. D'autres ont transmis ces messages directement à Olivia. Puis Suzanne a contacté Rowan Risk Solutions. Elle a laissé des messages vocaux à 2 membres du conseil d'administration, affirmant qu'elle représentait mon nouveau groupe de propriété maritale. Elle a averti que j'étais émotionnellement instable et a dit que le conseil devrait retarder toute décision majeure jusqu'à ce que Ryan puisse assumer son rôle légitime. Cette tentative lui a coûté la dernière chance de garder l'affaire privée. Le comité d'éthique du conseil a documenté chaque appel. Le fiduciaire a publié une déclaration formelle selon laquelle ni Suzanne ni Ryan ne possédaient aucune autorité sur la fiducie. Notre banque a gelé toutes les transactions liées à Bennett Family Holdings et le prêteur privé a exigé le remboursement immédiat de l'avance de $185 000. Olivia et moi avons déposé une plainte civile demandant une injonction, des dommages et intérêts pour utilisation abusive d'identité, le recouvrement des frais d'enquête et une déclaration selon laquelle chaque document que Suzanne avait créé était invalide. Nous avons également fourni la garantie falsifiée à l'unité des crimes financiers du procureur de district. Je n'ai pas demandé aux autorités d'exagérer ce que Suzanne avait fait et je n'ai pas utilisé l'entreprise pour fabriquer une punition. J'ai simplement cessé de la protéger des conséquences naturelles de ses choix. Parce que Suzanne avait déjà répandu des accusations à plus de 60 personnes, notre plainte incluait les courriels nécessaires pour corriger les faits. Les documents judiciaires étaient publics. Une publication économique régionale a rapporté que Rowan Risk Solutions avait bloqué une tentative de transfert non autorisé impliquant sa fiducie de contrôle. Elle n'a pas qualifié Suzanne de criminelle, mais elle a nommé Bennett Family Holdings et a décrit la garantie contestée. La réputation soigneusement entretenue de Suzanne a commencé à s'effondrer. Pendant 11 ans, elle avait été trésorière bénévole pour une association caritative de quartier. Le conseil d'administration l'a suspendue après avoir appris qu'elle faisait l'objet d'une enquête pour avoir utilisé l'identité financière d'une autre personne. Les amis qui avaient applaudi ces histoires sur la protection de Ryan ont cessé de l'inviter à des événements. Les parents ont commencé à demander pourquoi un enquêteur privé m'avait suivi avant mon mariage. La honte publique n'était pas quelque chose que j'avais orchestré. Suzanne avait construit son identité en étant la personne la plus responsable dans chaque pièce, et la vérité documentée a détruit cette image plus complètement que n'importe quelle insulte n'aurait pu le faire. Ryan est venu seul au bureau d'Olivia une semaine plus tard. Il avait déménagé de ma maison de ville et rendu toutes les clés. Il a apporté un dossier contenant des textos, des courriels et des messages vocaux de Suzanne. Il montrait des mois de manipulation. Elle lui avait dit que je cachais peut-être des dettes, une autre relation ou même un problème criminel. Elle l'a persuadé que la collecte de mes informations personnelles était nécessaire pour sa protection. 3 jours avant le mariage, elle lui a parlé de Bennett Family Holdings, mais a prétendu que c'était seulement un véhicule de planification d'urgence. Le matin après la cérémonie, elle lui a envoyé un texto disant qu'elle amenait des professionnels pour que Meghan dise enfin la vérité. Ryan savait qu'il y aurait une confrontation financière. Il avait choisi de ne pas m'avertir parce que Suzanne l'avait convaincu que je pourrais annuler le mariage ou cacher des preuves. Tu ne savais pas pour la falsification, lui ai-je dit après avoir tout lu. Mais tu savais que j'étais en train d'être piégé. Il a baissé la tête. Je pensais que si elle te confrontait, le secret prendrait fin et nous pourrions repartir sur de bonnes bases. Tu voulais que l'honnêteté soit produite par une embuscade. J'avais peur de te perdre, alors tu as aidé à créer la situation exacte qui a rendu ma perte inévitable. Ryan a pleuré. Mais je n'ai ressenti aucun triomphe. Une partie de moi voulait tendre la main à travers la table et retrouver l'homme que j'avais aimé avant l'apparition des documents. Une autre partie se souvenait de lui me demandant de signer quelque chose qu'il n'avait pas lu juste pour calmer sa mère. Si je pardonnais cela immédiatement, est-ce que je choisirais la compassion ou lui apprendrais-je que mes limites disparaissaient chaque fois qu'il souffrait assez ? Ryan a accepté de faire une déclaration sous serment et de coopérer à l'enquête.
Il a également dit à Suzanne qu'il n'aurait aucun contact avec elle jusqu'à la fin de l'affaire judiciaire et qu'elle accepte sa responsabilité. Suzanne a réagi en lui laissant des dizaines de messages m'accusant de lui voler sa seule famille. Quand il a refusé de répondre, elle est arrivée à son appartement et a exigé d'entrer. Il a appelé la sécurité de l'immeuble au lieu d'ouvrir la porte. C'était la première fois de sa vie qu'il imposait une limite contre elle, mais c'est arrivé après qu'elle ait déjà détruit notre mariage. Lors de l'audience préliminaire, l'avocat de Suzanne a proposé un règlement confidentiel. Elle rendrait ce qui restait du prêt, s'excuserait en privé et cesserait de contacter l'entreprise si je retirais la plainte et demandait au procureur de ne pas poursuivre pour la falsification. J'ai refusé. Je n'ai pas exigé la prison, la pauvreté ou l'humiliation publique. J'ai exigé un enregistrement exécutoire de ce qui s'était passé. Suzanne s'était appuyée sur le secret depuis le début. Une résolution secrète la laisserait libre de réécrire l'histoire à nouveau. L'audience a eu lieu 3 mois après mon mariage. Suzanne est entrée dans la salle d'audience avec la même expression composée qu'elle avait à ma table de salle à manger. Mais cette fois, il n'y avait pas de stylo à pousser vers moi et aucun membre de la famille effrayé à commander. Plusieurs parents étaient présents après avoir reçu des citations à comparaître liées à ces courriels. 2 membres de son ancienne association caritative étaient assis au dernier rang. Ryan était assis à côté de son avocat, séparé de nous deux. Olivia a présenté la séquence sans drame. Suzanne a engagé un enquêteur privé, a obtenu des informations personnelles sous de faux prétextes, a créé Bennett Family Holdings, a soumis une demande de prêt en utilisant ma signature copiée. A accepté $185 000 et a tenté d'obtenir ma vraie signature sur des documents qui ratifieraient ses actions. Dana a témoigné que Suzanne avait déformé la nature du rendez-vous de signature. Trevor a témoigné que Suzanne avait fourni la lettre d'autorisation et avait prétendu que je l'avais approuvée. L'enquêteur privé a produit un courriel dans lequel Suzanne écrivait « Une fois le certificat de mariage déposé, elle n'aura pas d'autre choix pratique que d'intégrer l'entreprise dans la famille. » Sa propre phrase a anéanti toute prétention qu'elle était simplement inquiète pour Ryan. Puis Ryan a témoigné. Suzanne le fixait alors qu'il admettait lui avoir donné mes informations personnelles et avoir signé les documents de constitution sans les lire. Il a accepté la responsabilité de l'avoir aidé à obtenir un accès même s'il n'était pas au courant de la garantie falsifiée. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il était resté silencieux pendant l'embuscade, il a dit « J'ai passé ma vie à confondre l'obéissance avec l'amour. Je pensais que garder ma mère calme revenait à garder ma famille en sécurité. » Meghan a payé le prix de cette lâcheté. Suzanne a murmuré son nom, mais le juge lui a ordonné de garder le silence. Quand ce fut son tour, Suzanne a répété que l'abandon de son mari l'avait laissée terrifiée par l'insécurité financière. Elle a décrit les dettes, l'investissement immobilier raté et les années qu'elle avait passées à soutenir Ryan. Pendant un instant, j'ai vu la femme épuisée sous la manipulation. Mais ensuite, Olivia a demandé pourquoi elle n'avait pas demandé de l'aide honnêtement. Suzanne a répondu « Parce que Meghan en avait plus qu'assez, et je savais qu'elle dirait non si je demandais. » C'était la vérité. Elle avait falsifié mon consentement parce qu'elle croyait que mon droit de refuser était le seul obstacle. Le juge a émis une large injonction empêchant Suzanne de me contacter, moi, mes employés, la fiducie, ses banques ou ses partenaires commerciaux. Bennett Family Holdings a été placé sous séquestre et ses fonds restants ont été gelés pour restitution. Le juge a ordonné à Suzanne de couvrir une partie substantielle de mes frais juridiques et d'expertise et a renvoyé la garantie falsifiée et la lettre d'autorisation au procureur. Il a également critiqué Trevor pour ne pas avoir vérifié les documents de sa cliente avant de participer à une signature coercitive. Trevor a par la suite réglé la plainte pour négligence professionnelle et a reçu des sanctions disciplinaires. À l'extérieur de la salle d'audience, les parents de Suzanne ont entouré Ryan. Elle s'est approchée de lui et a insisté sur le fait que tout ce qu'elle avait fait était pour lui. Ryan s'est éloigné. « Tu l'as fait parce que tu pensais qu'être ma mère te donnait la propriété de chaque personne que j'aimais ?» a-t-il dit. Je ne te parlerai plus jusqu'à ce que tu arrêtes d'appeler le contrôle un sacrifice. Suzanne m'a regardé et a exigé que je lui dise de ne pas l'abandonner. Quelques mois plus tôt, cette demande aurait pu susciter de la culpabilité. Au lieu de cela, j'ai répondu calmement, votre relation avec Ryan n'est plus à moi de la gérer. C'est la limite que vous ne nous avez jamais permis d'avoir. Son sang-froid s'est finalement effondré. Elle a hurlé que j'avais pris son fils, sa réputation, sa maison et son avenir. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas pris ces choses.
Ryan prenait sa propre décision. Sa réputation avait été détruite par des actions documentées. Sa maison était en danger parce qu'elle avait utilisé de l'argent emprunté pour couvrir des pertes qu'elle avait dissimulées. Suzanne avait passé des mois à mettre toutes les conséquences sur mon nom. J'ai refusé de les porter. Ryan m'a suivi sur les marches du palais de justice et a demandé si son témoignage changeait quelque chose entre nous. Je lui ai dit que c'était important. Dire la vérité quand cela coûte quelque chose est toujours important. Mais le courage montré après une trahison n'efface pas le moment où le courage était requis. Il a demandé si je l'aimais toujours. J'ai dit oui. Cette réponse nous a fait plus de mal à tous les deux que la colère ne l'aurait fait. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas réessayer, a-t-il demandé. Parce que l'amour me dit ce que je ressens, ai-je répondu. La confiance me dit où je suis en sécurité. Ce ne sont pas toujours les mêmes endroits. J'ai demandé le divorce le lendemain matin. 14 mois plus tard, Rowan Risk Solutions était évalué à un peu plus de 19 millions de dollars. L'augmentation ne venait pas de la vengeance ou de la publicité. Elle venait des employés qui ont continué à faire leur travail pendant que je reconstruisais la partie de ma vie qui s'était effondrée. Je suis devenu plus visible au sein de l'entreprise, non pas parce que je voulais de l'attention, mais parce que ce cachet commençait à ressembler trop à de la honte. Nous avons créé l'initiative de connaissances financières Evelyn Rowan, qui offrait des ateliers gratuits sur les limites financières, la protection de l'identité et la planification successorale responsable. Ma grand-mère m'avait appris que l'éducation était plus précieuse avant une crise, pas après. Suzanne a finalement conclu un accord de plaidoyer négocié lié à l'utilisation abusive d'identité, à la falsification et à la demande de prêts frauduleuses. Elle a reçu une probation supervisée, des travaux d'intérêt général, des conseils financiers obligatoires et une ordonnance de restitution couvrant la perte du prêteur et une partie de nos frais d'enquête. Pour satisfaire le jugement civil et ses dettes existantes, elle a vendu sa maison et a emménagé dans un petit appartement en location. Elle a été définitivement démise de l'association caritative et interdite d'occuper tout rôle impliquant son argent. La conséquence la plus grave, cependant, ne pouvait pas être mesurée en dollars. Ryan n'a eu aucun contact avec elle pendant 18 mois. Lorsqu'il a finalement accepté de communiquer par l'intermédiaire d'un thérapeute, il a clairement indiqué que la réconciliation dépendrait de la prise de responsabilité, et non des larmes, de la maladie ou des rappels de tout ce qu'elle avait fait pour lui. Suzanne n'a pas perdu son fils parce que je le lui ai volé. Elle a perdu l'accès à lui parce qu'il a finalement compris que la gratitude n'exigeait pas une soumission à vie. Ryan et moi avons finalisé un divorce à l'amiable 8 mois après l'audience. Il n'a jamais demandé mon entreprise, ma maison ou un soutien financier. Il a accepté la division définie par nos avocats et a rendu les cadeaux de mariage appartenant à ma famille. Avant que les derniers papiers ne soient signés, il m'a envoyé une lettre. Il a écrit qu'il avait passé des années à croire qu'il était de sa responsabilité de gérer la peur de Suzanne. Chaque fois qu'elle devenait anxieuse, il cédait sur une petite décision pour rétablir la paix. Au moment où je suis entré dans sa vie, la capitulation était devenue automatique. Il s'est excusé non seulement pour l'embuscade, mais pour chaque moment antérieur où il m'avait demandé de tolérer le manque de respect pour ne pas avoir à l'affronter. J'ai cru ses excuses. J'ai aussi refusé de les utiliser comme une raison pour y retourner. Le pardon peut libérer la colère sans restaurer l'accès. La connaissance peut nous aider à comprendre le comportement de quelqu'un sans nous obliger à vivre avec ses conséquences. La croissance de Ryan était réelle, mais je ne pouvais pas construire un mariage sur l'espoir qu'il resterait courageux la prochaine fois que la loyauté deviendrait inconfortable. Suzanne a une fois essayé de me contacter par l'intermédiaire d'un parent éloigné. Son message disait qu'elle comprenait maintenant pourquoi j'avais gardé l'héritage privé et espérait qu'un jour je lui pardonnerais. Je n'ai envoyé aucune réponse. L'injonction avait expiré, mais ma limite non. Le silence n'était plus un test ou une cachette. C'était simplement ma réponse. Je me souviens encore du matin où elle a poussé ce stylo sur ma table de salle à manger. Pendant des mois, je me suis demandé ce qui se serait passé si j'avais parlé de l'entreprise à Ryan lorsque nous sommes devenus sérieux. Peut-être que Suzanne se serait exposée plus tôt. Peut-être que Ryan m'aurait protégé. Peut-être que le mariage n'aurait jamais eu lieu. Mais la guérison n'est pas venue en inventant un passé plus clément. Elle est venue en acceptant ce que chaque personne a fait lorsque la vérité est devenue gênante. La fiducie de ma grand-mère a protégé l'entreprise. Mais l'héritage le plus important qu'elle m'a laissé ne valait pas 16,8 millions de dollars.
C'était la connaissance que l'amour sans respect devient un dû, la générosité sans limite devient une permission, et la paix achetée par la capitulation ne dure jamais. Suzanne croyait que mon refus avait détruit sa famille. En réalité, mon refus l'a seulement empêché de m'utiliser pour maintenir une famille qu'elle avait contrôlée par la peur. Si vous étiez à ma place, auriez-vous mis fin au mariage? Ou la coopération et le témoignage de Ryan vous auraient-ils persuadé de lui donner une autre chance? Partagez votre réponse dans les commentaires. Et souvenez-vous, protégez votre identité, vos connaissances et l'avenir pour lequel vous avez travaillé n'est pas égoïste. Parfois, dire non est la décision la plus honnête que vous puissiez prendre. Merci de soutenir notre chaîne et de regarder jusqu'au dernier moment. Cette vidéo est complètement fictive et réalisée uniquement à des fins de narration et de divertissement éducatif. Nous espérons qu'elle vous rappelle que certaines personnes ne comprendront votre valeur que lorsque vous cesserez de rendre votre amour si facile d'accès. Une blessure qui a été maltraitée mérite une protection, pas une autre chance que la même douleur se reproduise.